première question, est-ce que vous pouvez vous présenter, à commencer par Magali, du coup? Avec plaisir. Du coup, bonjour à tous. Je suis hyper contente d'être là et j'en profite aussi pour remercier Céline et Malte pour ce type d'initiative. C'est vraiment chouette parce que c'est en effet un sujet dont on parle peu. Et du coup, donc, moi, c'est Magali. Je travaille chez WeMind, qui est la mutuelle des indépendants et on a d'autres services comme tout ce qui est maintien de revenus, la prévoyance. Euh, ou d'autres types de couvertures. Et c'est vrai on a des personnes, des freelances au téléphone tous les jours sur des questions de santé, sur des questions de protection. D'où l'appel de Céline qui m'a dit est-ce que ça vous tente de faire quelque chose avec nous sur la santé mentale et nous voilà à trois sur scène. Bonjour à tous. Ouais, effectivement, merci Céline et à Malte pour l'invitation. Je suis totalement aligné avec Magali. Je trouve que c'est un sujet qui est, alors, pour le coup, en entreprise assez traité, mais sûrement chez les freelances beaucoup moins, notamment sûrement par manque de structure. Et je trouve ça intéressant du coup d'avoir les deux avis à la fois professionnels à côté Magali et du coup de mon côté freelance. Alors pour me présenter rapidement. Moi, je suis en freelance depuis bientôt 2 ans et demi. Avant, j'étais employé. Je travaille dans la tech depuis plus de 7 ans. Et effectivement, je vous partagerai peut-être plus tard plus d'informations là-dessus, mais je n'ai pas fait de burn-out, mais j'ai eu des premiers signaux assez forts. Et je trouve qu'en tant que freelance, ça peut arriver plus facilement qu'on ne le pense, et que c'est donc forcément un sujet un peu moins traité qu'en entreprise, comme je te le disais. Donc, je suis très content d'être là, très heureux, et puis j'espère que pour vous, ça va vous permettre, de rendre le sujet un peu plus accessible et dédramatiser ce sujet et franchement d'en parler de manière très transparente et vous aider effectivement à prévenir ce sujet-là et à prévenir les risques dont on va parler un peu plus tard. Ok, merci pour vos présentations. Déjà, peut-être petite intro sur le risque. Qu'est-ce que c'est du coup le risque de burn-out chez les freelances? C'est Magali qui est sur cette partie. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est un truc qui m'a vraiment étonnée quand j'ai commencé un peu à creuser le sujet et surtout pour prendre conscience de deux, trois chiffres. Et quand j'ai vu les dernières études qui montrent qu'en fait, ça concerne un freelance sur quatre. Donc, on est quasi à 25%. J'ai trouvé que c'était énorme, en fait, parce que, comme le disait Antoine juste avant, on en parle de plus en plus de la santé mentale en entreprise et de l'importance de cet équilibre sur lequel on doit en fait surfer entre le quotidien personnel et toutes les responsabilités qu'on a au travers de son travail. Et quand j'ai vu qu'il y avait un freelance sur quatre qui était concerné, je me suis dit waouh. Alors bien sûr qu'on le pressentait. Nous, à l'échelle de WeMind, c'est un truc. Honnêtement, le nombre d'arrêts de travail pour des causes de burn-out, il est grandissant et on le voit surtout depuis la crise Covid, mais de mettre un chiffre là-dessus, c'est vrai que ça m'avait quand même pas mal choqué et je m'étais dit, enfin c'est fou le fait que c'est quelque chose dont on parle pas et qui est souvent en fait un peu plus sournois que quand on est salarié parce que déjà, la première des choses, c'est que on a un rythme en général en tant que freelance et c'est quelque chose qu'on peut observer qui est quand même élevé et qui est tributaire. En fait, il y a une dépendance entre l'activité et le chiffre d'affaires qui est généré. Et il y a un côté, plus je vais bosser, plus je vais développer mon activité. Et je pense que c'est aussi un piège. Enfin, c'est à la fois, on connaît toutes les libertés et je dirais les avantages que peut apporter un statut d'indépendant, mais en fait on parle assez peu justement de ce côté grande implication, des limites qu'il faut mettre et justement c'est ce que cette petite subtilité un peu dure à identifier quand on est à son compte donc voilà, donc c'est des choses où on va pouvoir de toute façon repasser là-dessus un peu plus en détail, mais Donc, quels sont les signes du coup qui permettent d'identifier ces cas de burn-out? Ouais, alors effectivement, pour rebondir sur ce qu'a dit Magali, et je vais vous peut-être partager une expérience personnelle, mais c'est vrai qu'il y a une corrélation directe entre notre travail et notre chiffre d'affaires.
Et donc pour vous partager une expérience, moi, quand j'avais commencé à être freelance, euh, j'ai dû créer mon propre réseau. Alors évidemment, j'ai eu la chance de passer par Malte et que ce levier-là marche très bien pour moi. Mais en fait, dès que j'avais une mission, je la prenais. Et c'est-à-dire que pendant les 14 premiers mois de mon activité, j'ai fait que travailler en continu. J'ai peut-être eu une semaine de off, mais en restant toujours connecté. Et en fait, il m'est arrivé à l'issue de ces 14 mois, une sorte de rappel physique de mon corps qui m'a dit, écoute, tu peux pas aller plus loin. En fait, pour la petite histoire, j'étais à un dîner d'anniversaire. Je venais de finir ma dernière mission et tout d'un coup, j'ai commencé à avoir des bouffées de chaleur, à avoir vraiment mal dans mon corps. J'ai dû rentrer chez moi, j'ai dormi 16 heures et en fait, j'ai pas travaillé pendant 2 mois par la suite. Je pouvais plus ouvrir mon ordinateur et du coup, j'ai essayé de comprendre d'où venait cet événement. Et j'ai donc essayé d'identifier des signaux, alors qui me sont très propres, parce qu'effectivement, chacun peut, à son expérience, et travaille dans des domaines différents, avec des périmètres différents. Mais je pense on peut dire qu'il y a des signaux qui sont quand même assez communs. Alors pour ma part, j'ai remarqué en fait au fur et à mesure de ces 14 mois que j'avais de plus en plus de sentiments négatifs qui se répercutaient, alors, qui venaient de ma vie professionnelle, charge de travail, on en parlera plus tard, mais pas de déconnexion, toujours à essayer de chercher le prochain contrat, etc. Et c'est cette répercussion, et c'est évidemment faite sur le perso. Donc c'est-à-dire qu'en fait, au début, j'avais des tâches que j'aimais faire, que je n'aimais plus faire. J'allais un peu à reculons au travail. Je pense que c'est plein de choses qui peuvent arriver chez vous. Et effectivement, le travail devenait assez rébarbatif et je me disais, OK, mais qu'est-ce que je fais et pourquoi je fais tout ça au final? Si c'est pour ne pas avoir le côté fun du freelance et tous ses avantages, quand est-ce que ça s'arrête? Et à la suite de ça, évidemment, bah, il y a du changement d'habitude, hein, donc, comme on met en priorité le travail, forcément, ça a un impact sur la vie personnelle. Donc, pour ma part, c'était l'arrêt presque complet du sport, une alimentation qui a changé. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au lieu de se faire à manger avec des produits sains, on va faire du delivery, on va augmenter son temps d'écran. Je pense que ça, on l'a tous aussi vécu. Et en fait, c'est plein de petits signaux faibles qui s'accumulent et qui peuvent avoir un effet boule de neige. C'est-à-dire qu'au début, on s'en fiche, on passe à travers. Et en fait, au fur et à mesure, notamment dans le temps où ça s'accroît et que la charge de travail ne diminue pas, en fait, il va y avoir cet effet boule de neige. En tout cas, pour moi, c'est comme ça que je l'ai expérimenté, jusqu'à atteindre une limite qui n'était plus une limite contrôlable parce que c'était voilà, un impact physique, voire psychologique avec, alors pas un arrêt de travail pendant 2 mois, c'est moi qui l'ai décidé, mais en tout cas une non-volonté de travailler pendant ce laps de temps-là. Donc voilà, le message que j'aimerais transmettre ici, c'est que n'attendez pas d'avoir une répercussion trop forte. Essayez d'identifier tous ces signaux faibles pour qu'ils, entre guillemets, restent faibles et essayez de mettre en place des solutions à la petite échelle pour que justement vous n'arriviez pas à ce burn-out. Et, c'est un travail qui demande beaucoup d'efforts, je pense. On verra après par la suite comment le faire de manière plus concrète. Et la manière de le faire, en tout cas une des manières, c'est d'en parler. Moi, pour ma part, j'avais la chance d'avoir quelqu'un de très à l'écoute, proche de moi, donc avec qui j'ai pu en parler en amont, mais aussi pendant l'événement. Et si vous n'avez pas cette chance-là, alors dans le cadre du travail, je pense que comme disaient Céline et Magali, je pense que de plus en plus de gens sont ouverts à ce sujet-là. Et n'hésitez pas à les solliciter. Alors si c'est votre client qui est vraiment ouvert à ce sujet-là, je préconiserais même euh, en tout cas, de parler de ces signaux. Et si c'est à travers des collectifs ou en tout cas des amis freelance, n'hésitez pas à en parler aussi. Parce que, comme l'a rappelé Céline, plus de personnes qu'on le pense, 25% sont quand même impactées. Hmm. Merci Antoine. Je ne sais pas si sur cette partie, tu as des choses à rajouter, Magali, avant qu'on passe à la Oui, suite. bah, ça pourrait faire une petite transition avec après. Je pense que c'est hyper intéressant tout ce que tu dis, ces petits signaux. Il y a une question d'observation en fait de soi qui est hyper importante, je pense, à avoir au quotidien et dans
des choses assez basiques, comme tu le disais tout à l'heure, sur l'alimentation, sur ok, bon, bah en fait normalement je vais 3 fois au sport par semaine et là j'y vais 0, donc il y a un problème. Et il y a aussi peut-être l'autre volet sur lequel on aurait pu revenir, c'est sur la sphère peut-être professionnelle. On remarque aussi souvent un gros manque de motivation qui va se traduire dans plein de manières différentes. Hein. Tu en parlais tout à l'heure. Après, c'est le plus envie d'ouvrir son ordi, tout simplement, mais c'est même aller commencer sa mission à reculons, quoi, et se dire oh là là, j'ai pas envie. Il y a comme une perte de sens et de goût en fait qui se généralise et qui peut je suis en train de voir. Est-ce que vous entendez bien? Ouais, Je vous t'entends très m'entendez? bien. Ah ok, super, super, nickel. Merci. Du coup, ouais. Donc c'est vraiment ce côté perte de motivation, et on peut même observer du coup, on a du mal à effectuer nos tâches, et du coup même la productivité va s'en ressentir, et on a souvent tendance à se remettre en question, se dire bon bah je bosse pas assez, et toujours dans cette quête de performance et de vouloir toujours faire plus. Alors que si on prend un petit pas de recul et qu'on voit tous ces petits signaux, on se dit mais en fait je peux pas en faire plus parce que il y a une raison en fait au fond. Il y a quelque chose de plus profond qu'il faut aller chercher, quoi. Et du coup, merci Céline. On a essayé un peu de lister, parce que ça, Antoine mettait le doigt dessus, et c'est très vrai, c'est propre à chacun. C'est-à-dire qu'on a chacun nos petites sensibilités et nos points d'intérêt. Il y a des personnes pour qui on va retrouver des symptômes qui sont très physiques, et ça, c'est vrai que c'est important aussi d'avoir cette écoute de soi et cette logique de j'essaie d'observer les petits signaux que mon corps m'envoie. Ça peut être des premiers signaux, c'est des insomnies, donc pardon, des troubles du sommeil, des difficultés d'endormissement, tout ce qui va faire que on sait aujourd'hui que un des premiers vraiment pare-feux du stress, de l'anxiété et du coup derrière des burn-out, le sommeil, c'est vraiment celui qui arrive en numéro 1. Parce que, d'ailleurs, c'est prouvé dans plein d'études que c'est une vraie torture, un manque de sommeil, en fait. Et donc, du coup, on rentre dans un mauvais engrenage rien qu'en ayant des troubles de sommeil. Et puis derrière, on va avoir aussi des signaux qui peuvent être envoyés par le corps, donc on parle beaucoup de troubles musculo-squelettiques, mais c'est voilà des maux de dos, des crampes au niveau des jambes. Moi, j'ai déjà eu écho de proches qui avaient ces premiers signaux et qui avaient ces douleurs qui pouvaient ressentir à la fois au niveau du dos, au niveau des épaules, des cervicales, du coup. Et donc ça aussi, en fait, c'est pas forcément un faux mouvement ou un mauvais avoir un peu trop poussé au sport. Ça peut être aussi un signal auquel il faut veiller. Bien sûr, on a tout ce qui va être maux de tête, migraine, maux de ventre. Donc ça, c'est des choses aussi auxquelles on peut faire attention. Et ensuite, il y a toute la partie plutôt psychique. Donc là, on le disait aussi juste avant, c'est vrai qu'il y a un état d'anxiété qui va généralement pas être seulement sur le travail et qui va en fait se refléter dans plein de sphères de la vie. Ça peut être auprès de sa famille, avec ses proches, son partenaire, et même en fait, l'idée c'est là de voir les différences qu'il y a quand dans un fonctionnement entre guillemets normal, quand tout va bien, par rapport à une période où on sent un mal-être qui arrive, et où est-ce que ça va jouer. Donc on a parlé aussi de toute la partie perte d'intérêt, et c'est ça, ce manque de motivation. On a plus de difficultés à ne serait-ce qu'aller, on en parlait tout à l'heure, d'activités sportives ou d'activités hautes, quoi. On a vraiment ce manque de goût, ce manque de sens. Il y a aussi tout un truc sur les émotions. Ça, c'est un bon reflet aussi, l'irritabilité, le fait de se sentir plus à fleur de peau. Ça, c'est quelque chose qui est symptomatique, typiquement. Et puis, il y en a deux autres qui sont quand même importants à souligner. Ça va être tout ce qui est trouble de la mémoire. Il y a des petits effets comme, mince, j'ai commencé une phrase et
attends, où est-ce que j'en étais? Donc, c'est des petites choses qui peuvent paraître bêtes, mais en fait, qui sont mises bout à bout, qui peuvent être vraiment un reflet d'un mal-être plus profond et d'une cause comme le burn-out. Merci pour ces précisions. Je vois qu'il y a des réactions dans le chat, des choses auxquelles on pense pas forcément, donc hyper intéressant. Ensuite, je crois que c'est une question pour Antoine. Comment identifier un environnement de travail qui ne nous est pas adapté? Je crois que c'est des choses que toi, tu as pu observer. Ouais, après, la question est large et je pense encore une fois, elle est propre à chacun parce que chacun a un peu sa matrice de qu'est-ce qui est un environnement qui est adapté pour soi. Mais encore une fois, moi, je peux vous partager ce qui ne l'a pas été. Alors, j'ai eu la chance de travailler. Alors, déjà, je travaille dans la tech, ce qui est assez spécifique. Et ensuite, j'ai travaillé pour des grands groupes et des startups. Je dirais que pour le coup, malheureusement, je vais rejoindre un peu la schématisation startup avec limite flou. Pour les grands groupes, je pense qu'ils sont plus à même d'avoir des structures adaptées à identifier ces besoins-là, à cadrer la relation avec leurs freelances. Euh, et ils ont des ressources internes qui sont beaucoup plus développées qu'une startup par définition. Donc, les charges de travail peuvent être amoindries. Mais pour la startup, ouais, effectivement, j'ai expérimenté un environnement de travail assez flou. Donc, en fait, je travaillais pour des fondateurs de startup, avec une startup qui était assez jeune, je crois, enfin, 2 ans maximum, et qui avait besoin de support sur l'organisation de leur entreprise et leur plan stratégique. Et en fait, j'ai eu à la fois la chance de travailler avec les fondateurs, à la fois aussi la malchance, dans le sens où j'ai très vite remarqué qu'il n'y avait pas de limite. En fait, effectivement, eux travaillent pour leur entreprise de manière complètement dédiée, mais moi, j'ai un contrat de travail avec eux en tant que freelance et il faut que je cadre ce travail-là. Sauf que la majorité du temps, ça n'est pas respecté parce qu'ils vont me demander de remplir 3 rôles au lieu d'un, de travailler. On avait une relation de travail à raison d'une journée par semaine et parfois je devais presque en travailler 2. Donc, c'est en fait, je pense qu'il y a une sorte aussi d'horloge interne qui va nous dire, OK, mais qu'est-ce qui me va et qu'est-ce qui me va pas, au-delà de la relation purement travail et cadrage légal, euh, qui va me rappeler dans quelle situation je suis confortable et je peux donner plus, et dans quelle autre situation je dois respecter à la fois ma relation de travail, mais aussi mes autres clients. Souvent, la majorité des freelances n'ont pas un, mais plusieurs clients. Si vous répliquez la même situation qui ne vous va pas à tous vos clients, juste, c'est pas soutenable. Euh, donc, pour moi, voilà, c'est à la fois une sorte de check-in interne. Qu'est-ce que je peux donner en plus? Où est-ce que je dois m'arrêter? Et ou surtout, et ça, je pense que c'est très important, apprendre à dire non. À la fois sur des nouveaux contrats, si vous pensez que vous êtes physiquement à la limite de votre capacité, ou aussi dans une relation de travail engagée, où est-ce qu'il faut dire non? Quand tu reçois des messages de WhatsApp à 23 heures, WhatsApp étant par définition pas un outil de travail dans ce genre d'entreprise, euh, est-ce que je réponds, est-ce que je réponds pas? Et quelle va être la répercussion aussi sur la relation avec ce client? On parlera plus tard aussi voilà, de comment créer une limite et comment faire en sorte d'avoir une relation pérenne. Mais je pense que l'identification se fait aussi par un nombre de questions qu'on doit se poser de manière récurrente. Alors, j'ai essayé d'en lister quelques-unes ici. Si on parle d'un point de vue plus micro pour ensuite élargir, c'est et Magali en parlait, hein, est-ce que mes tâches sont pénibles ou en tout cas, est-ce que je vais au travail pour schématiser avec le sourire? Euh, Pourquoi je fais ce travail-là? C'est aussi important de se le rappeler. Et parfois, encore une fois, il faut pouvoir dire non ou en tout cas mettre des limites si vous pouvez. Une question qui est très importante aussi, hein, que vous devez vous poser personnellement, c'est est-ce que j'arrive à couper? C'est-à-dire, pas aller checker mon téléphone toutes les 3 minutes pendant que je suis en meeting. Essayer d'avoir des sessions un peu plus de focus, deep work. Quand on est au sport ou quand on est avec des amis, essayez de ne pas regarder son téléphone si vous le pouvez et qu'il n'y a pas d'urgence. Voilà, il faut essayer de distinguer un peu le pro du perso. Et si vous répondez non à cette question, alors je pense que ça envoie quelques signaux sur les choses que vous devez faire. Une autre question, c'est est-ce que je me plains souvent? Ça, c'est pas moi qui l'ai réalisé, c'est ce qu'on m'a dit. Alors, c'était plus dans une sphère personnelle, mais je
je me plaignais énormément de choses qui, honnêtement, n'avaient pas raison d'être sujet à ces plaintes-là. Donc, c'est une autre manière d'identifier un cadre de travail non adapté. Est-ce que je me compare? Alors ça, je pense que ça intervient plus dans une sphère professionnelle, peut-être pas dans une start-up, mais dans des groupes un peu plus larges, typiquement PME, scale-up, etc. Parfois, vous pouvez vous comparer, vous, en tant que freelance, sur des avantages d'employés. Et l'inverse va être vrai aussi, hein. Les employés peuvent se plaindre, ou en tout cas se comparer aux avantages du freelance. Et souvent, ça ne crée pas des relations de travail très saines. Donc ça peut être un autre point. Et enfin, de manière un peu plus large, est-ce que cette relation de travail, est-ce que ce contrat-là est aligné avec ma vie personnelle? Donc, comme je le disais en introduction, hein, je pense que c'est très important d'avoir un équilibre. Évidemment, parfois, il y aura des charges de travail plus intenses, mais qui doivent être balancées toujours, je pense, avec des charges de travail moins intenses pour pouvoir vraiment faire en sorte que, comme le disait Magali, hein, que cette relation de travail soit pérenne, que vraiment il y ait cette confiance entre le client et le freelance, et que vous puissiez délivrer évidemment en fonction du contrat, mais que in fine, ça vous avantage aussi. Voilà, donc encore une fois, c'est beaucoup de choses à faire personnellement. Un autre conseil que je peux vous donner aussi, c'est essayer de vous poser ces questions-là entre vous, entre freelance, soit par des collectifs, soit entre amis, parce que parfois on n'y pense pas. Et le fait de prendre comment dire, un pied en arrière et d'essayer de comprendre ce qui se passe va vous permettre de prévenir ces risques qui peuvent être assez dommageables par la suite. Merci Antoine pour ces précisions. Et du coup, pour rebondir, donc, comment réagir quand on identifie justement ces situations qui nous correspondent pas? C'est vrai que je vais là aussi rebondir sur ce que disait Antoine juste avant. Pour nous, le premier conseil à donner, vraiment, c'est de pouvoir en parler. Tu disais justement à des pairs, entre guillemets, donc des personnes d'autres freelances qui vont connaître ce type de statut et d'environnement. Mais ça peut être aussi en parler à un professionnel de santé. Souvent, on a tendance un peu justement à attendre. On parlait des signaux tout à l'heure, ce qu'on peut ressentir, et on a tendance à attendre longtemps. Et le 5e, 10e, 15e signal, en se disant mais là c'est plus possible. Et en fait, plus on attend généralement avant d'en discuter, avant d'aller consulter, plus le risque il devient de plus en plus gros. Et parfois, il vaut mieux se dire attends, je vais peut-être lever le pied là 3-4 jours et me poser un peu et reprendre un peu de recul et justement essayer de se remobiliser dans une spirale plus positive plutôt que derrière être arrêté 6 mois et plus être capable d'ouvrir son ordinateur. Donc ça, le fait de pouvoir en parler, et c'est déjà l'accepter, donc c'est un gros point d'avancée. Et parfois, pas parfois d'ailleurs, c'est plutôt dans la majorité des cas, il vaut mieux se dire ok, là je vais pouvoir aller chercher le conseil d'un professionnel de santé, peut-être juste le dire à ses proches, ne serait-ce que son partenaire, sa famille, ses amis, et de verbaliser tout ça pour aller chercher des conseils, parce que on l'a vu en tout premier plan, ça concerne un freelance sur 4, donc c'est énorme, et ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont déjà passés par là, ou en tout cas qui ont vu des premiers signaux, des petites choses un peu précurseurs du burn-out, et donc à ce moment-là, ils ont forcément des conseils, forcément des retours d'expérience intéressants à donner. Et dans cette catégorie-là aussi, pour moi, il y a un autre aspect qui est hyper important, c'est toute la partie suivi psy. J'ai commencé à lire un petit peu pendant qu'Antoine parlait ce qui se passait dans le chat. On aura le temps d'y revenir tranquillement après, mais chacun a des sources différentes. Ça peut être beaucoup de travail, comme trop peu de travail, comme une anxiété par rapport à justement le fait de se lancer en tant qu'indépendant, le fait de trouver des missions. Enfin, c'est divers et varié, mais souvent ça vient faire des échos à des peurs qui sont beaucoup plus profondes, et des choses qui
qui vont pouvoir peut-être être un peu décryptés avec l'éclairage d'un psy, d'un coach. Ça aussi, c'est des choses qui fonctionnent bien. On parle parfois de supervision ou de mentorat avec un freelance peut-être un peu plus senior qui aurait pu traverser ce type de situation ou qui a pu avoir un peu plus d'expérience et le coach aussi. Les coachs, c'est vrai que à la fois en management, en développement personnel, ont souvent des très bons conseils à appliquer. Donc vraiment, je pense que déjà en parler, c'est le point clé, et de pas rester isolé, parce que c'est aussi un gros risque. C'est vrai que ça, on l'a mis dans les études que j'ai pu lire sur le sujet. C'est quelque chose qui est bien mis en avant. C'est quand on est dans une posture indépendante, on a ce côté isolement qui est pas évident, à la différence d'un salarié. Et donc, c'est un trait commun qu'on va retrouver dans un épisode de burn-out. C'est ce côté isolement. Et donc en fait, on s'enfonce dans un mal-être, et ce qui fait que on a quand même deux situations à risque avec le même risque. Donc le fait de pouvoir en parler, c'est un peu casser cette boucle de je suis seule, personne va me comprendre, il y a que moi qui passe par là et je sais pas qui peut m'aider. Donc ça, c'est vraiment, s'il y a un truc à retenir, c'est ça. Et ensuite, c'est pour rebondir aussi sur ce qu'on s'est dit un peu plus haut, mais faire attention à ces petits signaux. Il y a des choses qui peuvent paraître bêtes, mais tellement essentielles. Si je vois qu'on parlait du temps d'écran, mais c'est pareil, maintenant on a de plus en plus d'applis qui monitorent un peu tout, alors sans forcément se dire je vais mesurer chaque action dans toute ma vie. Mais si on voit que moi perso, par exemple, je sais qu'il me faut 7 heures à peu près de sommeil, entre 7 et 8 heures, pour me sentir bien en forme le lendemain. Quand je vois mon curseur qui passe à 5-6 sur plusieurs jours d'affilée, je me dis ok, warning Magali, là ça va pas, tu commences à être fatiguée, et en fait tu sais pourquoi. C'est déjà un truc con, mais dès le départ, c'est un truc sur lequel je peux agir. Et puis on parlait de sport, c'est pareil. Je fais sauter une séance, 2 séances, 3 séances, ou j'adore aller au théâtre le lundi, j'en sais rien, ou faire de la céramique. Et je fais sauter ces petites choses qui vont en fait venir déjà casser le quotidien, mettre des limites aussi au travail, parce que en fait quand je vais faire une activité autre que le boulot, je suis obligée de couper, peut-être fermer mon ordi, soit partir du bureau si je bosse chez le client, mais ça peut être, il y a énormément de freelances qui bossent de chez eux, et pareil, c'est quelque chose que, chez WeMind, on est beaucoup en remote et on bosse pas mal de chez soi. Juste le fait de mettre dans mon emploi du temps, ok, en fait, le mardi à 18h, je vais au sport, je vais pas y couper, et ça va être aussi important qu'une de mes prios de boulot. Et donc ça, c'est des petites choses qui peuvent aider aussi à le mettre matériellement, en fait, dans ton agenda, dans l'ordre de ses priorités, parce qu'en fait, si je commence à couper sur on parlait à la fin, c'est écrit les 3 piliers de la sérénité, mais en fait c'est dans une échelle de bien-être, ça fait partie des bases, et si je commence à rogner sur ces bases-là, je pourrais même plus être efficace au travail. Donc en fait c'est un non-sens, et on se mord la queue, et c'est là où on rentre dans le cercle, dans la spirale infernale, quoi. Donc ça en fait partie, et puis derrière, bien sûr, il y a plein d'activités qui vont aider et pousser au bien-être et à l'observation. On en parlait tout à l'heure. L'observation, c'est s'observer soi, c'est être à l'écoute de son corps, et c'est justement pouvoir jouer sur ces petits paramètres quand on sent qu'il y a quelque chose qui va pas. Et il y a des activités qui vont aider, comme en effet le yoga, la méditation, la sophrologie. C'est plein de petites activités qui peuvent qui peuvent déjà apporter de la sérénité, et en plus permettre de faire un petit pas de retrait et de se dire ok, comment je me sens à ce moment-là, et comment je vais aborder cette journée, aborder cette semaine, et ce genre de réflexion qui, quand on est pris dans un quotidien et dans toutes les activités et ce rythme qui peut être effréné, on prend pas le temps de le faire. Et donc c'est pour ça que c'est activité physique, mais le sport peut le permettre, mais voilà, le yoga, des choses comme la sophrologie aujourd'hui sont plus si difficiles à pratiquer, parce que on peut trouver plein de vidéos déjà dans un premier temps, si on a envie de
de commencer à regarder un peu ça. Et puis c'est des choses où on voit de plus en plus de studios de yoga, de sophrologues, de cabinets bien-être qui vont permettre d'aider tout ça. Et j'avais un autre point tout à l'heure, on parlait, je trouvais Antoine, tu as soulevé un point qui était super intéressant sur la déconnexion un peu et le droit à cette déconnexion, se dire ok en fait moi je vais pas répondre à 23 heures à mon client parce que même si c'est un truc qui va prendre 2 minutes et en soi là, en termes de charge mentale c'est minime, mais en fait c'est des petites choses qui nous ramènent dans les priorités du travail, dans les enjeux de nos missions et de nos tâches. Et j'ai lu un post LinkedIn, je crois la semaine dernière ou il y a 2 semaines, qui parlait d'une appli. C'est vrai que c'est pas la première fois que j'en entends parler, qui s'appelle On-Off, je crois, et qui permet en gros, ça permet d'avoir deux environnements. Je peux avoir sur un seul téléphone, un numéro pro, un numéro perso, mais de ce que j'ai compris, j'ai pas encore creusé le truc, mais a priori, ça permet aussi de mettre en veille tout un tas d'applications quand on est sur l'écosystème perso, et donc se dire bon bah je coupe mes mails, le WhatsApp du boulot bah il attendra demain matin 9h et ça sera très bien. Donc il existe plein de petites choses comme ça qui aident aussi. Ouais. Merci pour ces précisions. Donc l'application c'est On-Off. Et donc du coup, toujours sur la même question, là plus les bonnes pratiques que Antoine tu avais pu mettre en place. Yes, j'ai testé on-off, j'en ai entendu parler aussi. Mais ouais, donc effectivement, comment réagir quand on identifie une situation qui ne nous correspond pas? Écoutez, le message pour moi, il est assez clair, c'est faut être proactif, faut être acteur de son propre changement. Il faut pas attendre que la solution vienne d'autrui, hein. Sinon, ça viendra très peu de votre client et ça peut venir que par vous. Donc pour moi, qu'est-ce qui a fonctionné? Alors il y a quelques points que Magali a déjà introduits, mais le premier c'est le plus important, je pense, c'est cadrer sa relation avec son client en tant que freelance. Moi, je l'ai fait à travers une checklist. Pour d'autres, ça peut fonctionner autrement, mais il faut que cette relation soit cadrée. Cadrée ne veut pas forcément dire fixée, hein, elle peut évoluer dans le temps. Euh, si une charge de travail a été définie, par exemple, en tant que une journée par semaine et que le client vous en demande deux, ou pas, il faut que ça soit clair, il faut que ça soit retranscrit dans un cadre presque légal. Donc, le plus important pour moi, c'est cadrer sa relation, rester avec une communication ouverte. Je sais que chez certains clients, c'est pas forcément le cas. Je pense que l'inverse est vrai aussi. Chez certains freelances, c'est pas forcément le cas. Et je pense que le but, c'est justement d'essayer d'établir une relation au-delà de la relation purement professionnelle. Tu es payé pour temps et tu dois délivrer tant pour essayer de la pérenniser, de la rendre saine et que, voilà, que si un changement doit avoir lieu, il se fasse dans les meilleures conditions possibles. Donc moi, je l'avais fait à travers une checklist. C'était quand, en fait, c'était a posteriori, malheureusement. C'était quand ça allait pas. Et ouais, quand je leur disais que la situation était plus soutenable. Voici, euh, pour rappel, notre accord de relation client-freelance. Voici ce que je vais délivrer cette semaine. Si vous voulez changer, dites-le moi avant telle heure, le lundi. Et voici, voilà, en gros, on micromanageait semaine par semaine pour dire qu'est-ce que je vais faire, sur quel périmètre je vais intervenir, et ça ne peut pas évoluer. Euh, pour ceux qui travaillent peut-être en tech et en IT, ça peut se retranscrire dans des sprints. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, vous savez ce que vous allez faire pour les 2 prochaines semaines. Et si ça doit changer, alors ça interviendra dans les 2 prochaines suivantes. Ça ne va pas changer en cours de route. Donc voilà, essayez de cadrer, de créer un funnel pour être en sorte que votre rendu soit le meilleur possible et qu'ensuite ça bénéficie aussi à votre client, effectivement. Magali, pour le deuxième point, l'avait déjà introduit, mais moi je suis très 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 friand du calendrier. Ça peut être bête, mais mon calendrier pour moi est une source de tout, à la fois sur le perso, à la fois sur le pro. Et je mélange les calendriers, c'est-à-dire que j'ai mon calendrier pro et perso ensemble. Alors moi, je l'organise semaine par semaine, c'est-à-dire que soit le dimanche soir, soit le lundi matin, je sais presque déjà tout ce que je vais faire dans la semaine. Et je me laisse évidemment des blocs pour de l'imprévu ou pour peu importe des choses
qui peuvent se passer de dernière minute. Mais j'ai à la fois par semaine ce que je fais d'un point de vue pro, à la fois ce que je fais d'un point de vue perso. Et comme Magali le disait, en fait, le temps est égal entre les deux. C'est-à-dire qu'une heure de perso doit être équivalent à une heure de pro en termes de valorisation. C'est pas parce que vous avez un meeting qui doit être effectué tard le soir que ça doit prendre le dessus sur le perso. Si vous avez bien cadré votre relation, si vous êtes transparent sur votre emploi du temps et sur votre organisation par rapport à votre client, je pense que soit il est compréhensif, soit vous devez aussi apprendre dans ce cas-là à dire non et qu'il y a des limites entre comment dire, à ne pas transiger entre le perso et le pro. Donc le calendrier, vous pouvez même le rendre un peu plus fun, vous pouvez le mettre plusieurs couleurs, vous pouvez mettre des emojis, vous pouvez voilà, vraiment rendre ça attractif, plaisant à faire parce que ce que vous allez faire à travers ça, c'est respecter votre temps. Et comme vous le savez, le temps, c'est ce qu'on a le plus précieux, donc autant en faire quelque chose de bien. Ensuite, dans ce cadre-là, privilégier le deep work. Aujourd'hui, je pense qu'on est tous surménagés par les notifications, les appels, les emails, etc., etc. Euh, Typiquement, moi, dans mon calendrier, j'ai au moins 2 heures de deep work par jour où je coupe mes notifications. Je mets mon téléphone dans une autre pièce. J'ai mon ordinateur et je travaille sur mon ordinateur pendant 2 heures. Et ça, je le communique, c'est-à-dire que mon client sait quand ça se passe, euh, ma partenaire sait quand ça se passe, et je ne veux pas être dérangé pendant ces 2 heures. Et en fait, vous créez des habitudes à travers ça. Et en fait, physiologiquement, quand vous créez une habitude, votre corps va être presque attiré par cette habitude-là. Et au début, ça va être difficile de la mettre en place. Petit à petit, vous allez même l'apprécier et vous allez privilégier ces sessions-là. Et moi, je le fais depuis maintenant plus d'un an et demi. Et maintenant, je sais que c'est quelque chose qui est clé dans mon rendu de travail, c'est ces sessions de deep work. Un autre, c'est différencier les outils pro et perso. Alors, Magali nous a donné un super tip sur quel type d'application fait pour voilà, séparer les deux. Moi, j'allais plus aborder le sujet application. Typiquement, vous recevez une notification Slack à 23 heures. Vous savez que c'est le boulot. N'y répondez pas. Ou alors, mettez-la vous en rappel pour demain. Mais voilà, essayez de séparer votre temps pro et perso. Essayez de différencier les applications que vous utilisez dans le pro et le perso. Typiquement, moi, mon pro, c'est un email Outlook et mon perso, c'est du Gmail. Quand je reçois une notification d'Outlook, je sais que c'est le pro, c'est identifié comme tel, mon cerveau le sait et je sais si je dois actionner sur cette notification ou pas. Il y a aussi un outil simple sur ceux qui ont iPhone, je ne connais pas pour Android, mais vous pouvez vous mettre en mode focus. Alors, vous n'allez pas recevoir de notifications pendant un certain nombre de temps. Vos appels vous seront même coupés et ça vous permet justement de voilà, faire en sorte que vous puissiez travailler sur ce qui est important. Et enfin, ça c'est quelque chose que j'ai appliqué pendant ces 14 mois de travail dont je vous parlais en introduction, c'est un check-in hebdomadaire. Alors, pour certains, c'est le week-end, pour d'autres, c'est pendant la semaine. Moi, ce qui fonctionnait, c'était en milieu de semaine, le mercredi. Je prenais 15 minutes le matin avec mon café pour, encore une fois, la tâche plutôt fun que lente et pas forcément plaisante. Et pendant ces 15 minutes-là, je me posais 4 questions simples. Un, qu'est-ce que j'ai aimé faire jusqu'à maintenant cette semaine, d'un point de vue pro et perso? Qu'est-ce qui me reste à faire cette semaine? Donc, à la fois sur le pro et sur le perso. Qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer le restant de ma semaine? Et quels sont mes points de focus pour les 15 jours qui suivent? Et en fait, ce check-in, ça va vous prendre 15 minutes, mais ces 15 minutes-là vont être clés dans, entre guillemets, le succès de votre semaine, à la fois sur le côté pro, à la fois sur le perso. Exemple très concret, si jusqu'à mercredi, et souvent c'est le cas en startup et en tech, le lundi, mercredi, c'est souvent les jours les plus intenses. Vous avez déjà identifié que typiquement, ben voilà, j'ai pas fait de sport, j'ai loupé mon théâtre ou ma céramique du lundi soir, et voilà, en fait, j'ai manqué à plusieurs de mes tâches qui me plaisent d'un point de vue personnel. Alors, vous pouvez changer le reste de votre semaine en disant, voilà, le jeudi soir, je vais rattraper ce que j'aurais dû faire le lundi ou le mercredi. Le week-end, je vais organiser ça. Et en fait, vous allez finir votre semaine sur des notes plus positives.
Donc voilà, enfin plein de petits tips, mais franchement, le message que j'aimerais vraiment que vous reteniez de cette slide, c'est soyez acteur, découvrez ce qui vous plaît, euh, commencez par des petites habitudes pour qu'elles deviennent des habitudes ensuite plus fixes, et n'hésitez pas surtout à changer ce qui ne vous convient pas. Merci Antoine pour ces partages. Et avant de passer à la dernière slide, j'attire juste votre attention. Dans le chat, il y a plein de conseils qui sont partagés, notamment l'appli Respire, une autre Respirelax, des applications aussi pour compter son temps. Donc voilà, n'hésitez pas à parcourir. Il y a des très bons conseils aussi qui sont partagés par toutes les personnes connectées. Et voilà. Et en dernier, pour Magali, du coup, un conseil pour conclure, et puis ensuite on passera sur les questions et l'échange. Ça marche. Oui, on a essayé de se dire, ok, comment on peut conclure tout ça? C'est vaste et en plus c'est un sujet où on pourrait encore, tellement en parler avec tellement de conseils, mais c'est chouette déjà d'aborder les choses sur un premier angle. À retenir, ce qu'on se disait avec Céline et Antoine, la première chose, c'est, on parlait d'observation, de savoir s'écouter, de sentir tous les fameux signaux dont on a parlé. Et ça, c'est point de départ. Et ensuite, c'est vrai que je pense que, et pour tout le monde, hein, d'ailleurs, pour le coup, qu'on soit indépendant ou salarié ou autre, le fait de se connaître est quelque chose d'assez essentiel, de savoir ce dont on a besoin, dans quel environnement on a envie d'évoluer, quelles sont les heures qu'on a envie de dédier à notre mission, à des activités où on en parlait perso, comment on envisage la vie et surtout quel équilibre correspond. Parce que souvent, en fait, quand on a quand on arrive à des situations de burn-out, c'est qu'il y a un désalignement entre le quotidien, vraiment ce qui se passe tous les jours, et le souhait et le besoin qu'on a au fond de soi ou le quotidien idéal. Et donc, c'est cette distorsion qui va créer un manque de sens, de la frustration et tout un tas de sentiments négatifs qui vont avoir des répercussions sur toute la ligne et derrière qui sont hyper grave. Donc, le fait de se connaître, c'est vraiment quelque chose qui aide de manière considérable sur sa santé mentale, parce que ça va permettre de mettre en place des petites actions justement qui vont éviter tout ce risque de burn-out et en même temps qui vont permettre de se réaligner, et de s'aligner vraiment avec ce qu'on veut au fond. Et il y a un dernier point, je me souviens quand on en a parlé pour préparer ce webinaire, je me demandais même si c'était l'endroit même pour en parler, parce que bien sûr chez Malte c'est une aventure dans laquelle vous vous lancez en tant qu'indépendant, en tant que freelance, et en fait on a soulevé le point de se dire c'est important de savoir si ce statut convient. Parce que le statut de freelance, en fait, et il faut pas avoir peur, en fait, d'aborder ces questions. C'est pas pour tout le monde et c'est pas grave. Enfin, à la limite, on s'en fout de savoir est-ce que moi je me sens bien en tant qu'indépendant? Est-ce que je préférais mon job de salarié? Il y a des avantages et des inconvénients dans les deux. Il y en a pas un qui est mieux que l'autre. C'est juste différent. Et il y a déjà qu'est-ce qui me correspond le mieux, et c'est important de se poser cette question, en tout cas de s'en rendre compte au départ. Et il y a aussi un autre petit biais, je trouve, qui est important à souligner, c'est de se dire que aussi il y a des moments de vie dans la vie, on évolue. Enfin, c'est un truc tellement avec des cycles, avec des phases de vie où on a des besoins différents, que on peut, je dis n'importe quoi, par exemple, à 20 ans, avoir une vie de freelance hyper épanouie, mais beaucoup moins à 30, et par contre y revenir à 40. Enfin, c'est un exemple d'âge, mais de situations de vie aussi qui peuvent le permettre et d'autres qui le permettent moins. Donc, en fait, faut pas hésiter non plus à challenger cette question, parce que parfois c'est aussi l'environnement qu'il faut faire changer, et tout ça c'est des choses, on parlait de connaissance de soi, d'introspection et de tous ces travaux. C'est pour ça que moi on en parlait et que j'encourageais
tout le travail psychologique qui est personnel, parce que ça permet aussi de se poser ces questions et de se demander si vraiment c'est un statut, en tout cas à ce moment T, qui nous convient bien. Et là, c'est un dernier petit conseil qu'on avait écrit, mais les personnes qui sentent justement plusieurs signaux et qui se posent des questions, il existe des petits autotests dont il y en a un sur le surmenage qui a été fait par Maslash. Donc c'est le test de Maslash. C'est gratuit, ça se fait, c'est quelques questions, des dizaines, je crois que c'est une trentaine de questions, quelque chose comme ça sur Internet. Et ça permet aussi parfois de prendre conscience en fait du risque et des premiers signaux précurseurs avant d'être dans une situation qui est plus dramatique. Donc, c'est des petits outils qui peuvent aider à se rendre compte de tout ça. Merci beaucoup Magali et Antoine pour ces tips et ce retour d'expérience. Donc n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez dans l'onglet qui est dédié. On a plusieurs personnes qui ont rebondi sur le même sujet plutôt du bore-out. Donc plutôt à l'inverse, donc sur les périodes creuses, comment les gérer. Est-ce que déjà vous avez déjà été confronté à ce sujet-là. Voilà, donc, il y a 2 personnes qui voulaient lancer cette thématique. Tu voulais répondre, Antoine? Non, vas-y, je peux compléter. Ok, ça roule. Moi, personnellement, c'est quelque chose qui m'est jamais arrivé, le bore-out. En revanche, j'ai une ancienne collègue qui a traversé un épisode comme ça. Et en fait, je pense qu'on revient à ce côté connaissance de soi et désalignement surtout, parce que en fait elle s'ennuyait clairement dans son quotidien, et en fait tout ce qu'elle faisait au quotidien lui renvoyait une image de quelque chose qu'elle n'aimait pas, qu'elle supportait pas, donc ça générait énormément de frustration. Et c'est pour ça que quand on parlait tout à l'heure de distorsion entre ce qu'on souhaite et ce qu'on fait dans la réalité, et donc oui, bien sûr qu'il y a énormément de de risques de burn-out aussi. C'est pas une question de surmenage forcément. Ça peut vraiment être ce côté, en fait, j'aime pas ce que je fais et je m'ennuie et ça me fait pas vibrer. Et ça, c'est des questions, en plus, qui sont, là aussi, franchement, les 2-3 années de confinement, de repli sur soi, ont mis en exergue tout ça parce que, pour plein de raisons, mais une des premières, c'est qu'on avait plus de temps d'observation, justement, parce qu'on avait moins de sollicitations extérieures et qu'on était en repli chez soi, et donc on se pose plus ces questions. Et aujourd'hui, on voit bien que les questions de bien-être au travail, elles sont centrales, et d'alignement et de sens, la question du sens du travail, elle est hyper importante. Donc il y a des risques aussi qui sont liés forcément, ouais. Ouais, puis si je peux rajouter, alors j'imagine qu'il y a plusieurs types de définitions. Moi, en tant que freelance, j'étais dans cette situation pendant quelques semaines. La première chose que je dirais, c'est déjà profiter. Vous avez du temps, donc faites-en ce que vous voulez, hein, ce que vos activités, partez en vacances, peu importe. Mais profitez, parce que quand vous êtes en tant que freelance, hein, quand on a des clients et qu'on a des missions qui sont pas forcément aussi faciles qu'on le pense aujourd'hui, même si avec Malte et plein d'autres leviers, c'est beaucoup plus facile, c'est de, profiter. Et ensuite, deux, je dirais, ne faut jamais perdre le fil de ce qui se passe. Alors ça, c'est très lié à votre industrie et à votre périmètre d'action, mais que ce soit par des formations, par prendre des cafés avec d'autres freelances, voilà, essayez de toujours garder un fil sur ce qui se passe. Et je pense que ça peut vous aider à rester dans l'action. Non pas que vous devez travailler tous les jours, je pense pas qu'il faut le voir comme des tâches de travail, mais en tout cas, ça va vous permettre de créer des synergies positives pour pour vous faciliter d'autres tâches. Typiquement, on sait très bien que les tâches admin, les tâches aller chercher des clients, etc., tout ce qui est hors travail, expertise, sont ce qui intéresse le moins le freelance normalement. Voilà, faites en sorte que soit mutualiser des besoins, faites en sorte de vous tenir informé, faites en sorte de vous former vous-même. Il y a plein de choses à faire, mais en tout cas, faites des choses qui vont dans le sens de ce que vous voulez faire
et ne vous sentez surtout pas obligé de faire des choses quand vous avez du temps. Euh, c'est assez important, je pense, à retenir parce que je pense que là, on a parlé de plein de choses liées à des risques. Je pense qu'il faut pas oublier tous les avantages du freelance. L'avantage premier étant d'avoir du temps. Et après, c'est à vous de le valoriser et d'en faire ce que vous pouvez en faire. Merci à tous les deux. On a aussi une question de Gaëlle qui nous disait si on sait qu'on est en burn-out ou qu'on en est proche en tout cas, quelles sont les solutions, les tips pour justement revenir à la normale. Et elle en profite pour nous dire que votre webinaire est top. Donc merci. Très gentil. Comment soigner en gros quand Je on peux est dans peut-être les commencer rapidement, Magali, mais après, Ben, je te laisserai prendre le relais. Alors moi, j'ai pas expérimenté un burn-out. Je l'ai pas vécu. Malheureusement, mon niveau d'implication là-dessus est assez faible et je peux pas vous donner vraiment des conseils. La seule chose pour résumer un peu ce que j'ai dit et pour ne pas y arriver, si Gaël, tu es dans cette situation-là, euh, encore une fois, il faut savoir dire non. Je pense faut privilégier toujours la santé. Si c'est à cause de ton travail et que tu te sens arrivé dans cette situation-là, faut ouvrir un canal de communication avec ton client et dire voilà, qu'il y a des risques. Parce que, in fine, déjà, ça va t'impacter toi, mais ça va aussi impacter lui ou elle. Donc, voilà, essayer d'être transparent, communiquer, penser à soi. La santé, enfin, en tout cas, pour moi, c'est ce qui est le plus important et il faut pas la négliger. Et essayer de prendre voilà, toutes ces petites actions en même temps pour ne pas arriver à un burn-out final qui peut t'impacter toi pendant très longtemps, parce que ça aussi, on sait jamais quand est-ce que ça se finit, et qui peut aussi, du coup, impacter tes relations professionnelles. ouais, je dirais pas mieux, Antoine, hein, franchement. L'idée, c'est de se reconnecter un peu à ce qui t'importe. Et le petit truc éventuellement à rajouter, c'est, je pense que on a souvent besoin de temps aussi. C'est difficile de casser la routine en fait. J'ai beaucoup, enfin, je me lève, je vais bosser, et puis hop, un peu cet effet de j'ouvre la fenêtre, hop, ça va hyper vite et je la referme et hop, ça y est, c'est l'heure d'aller se coucher, enfin, manger. Et donc, en fait, on est en pilote automatique et on se pose plus trop ces questions. Et souvent, quand ça émerge et que ça pop dans le cerveau, c'est presque trop tard parce que on va avoir des conséquences sur la santé et ça peut être très grave. Du coup, moi, je pense que aussi un autre conseil qu'on peut avoir, c'est prendre un peu de temps. Et un peu de temps pour sortir du cadre, en fait, sortir du quotidien. Je sais pas, ça peut, si t'es friande et que la nature te ressource, peut-être aller faire un petit week-end au vert, ou je sais pas après quelles sont les conditions, bien sûr, de ta mission et tout, mais peut-être se prendre 3 jours et de prendre un peu de recul sur ce quotidien et voir quelles sont les petites actions qui, toi, vont te faire du bien. Malheureusement, il n'y a pas de recette magique. Enfin, si on pouvait te dire, OK, bon, bah, faut faire ça et telles actions en place vont faire du bien, il y en a plein. Mais ce qu'il faut, c'est prendre le temps pour voir qu'est-ce qui va nous convenir. Enfin, déjà, où sont les points, les points de douleur et ensuite mettre les petites actions en place comme tous les tips dont Antoine parlait tout à l'heure sur les outils, ce genre de choses pour le quotidien. Oui. Et tu m'y fais penser, juste pour finir, Mm. faut aussi se dire que tout est possible. C'est-à-dire que typiquement, moi, j'avais à un moment voilà, vraiment une charge de travail très intense avec un de mes clients. Et dans la période creuse qui en suivait, je lui dis, j'étais 5 jours par semaine en full remote, et je lui dis, écoute, voilà, cette semaine-là, j'ai besoin de prendre un jour off supplémentaire en plus de mon week-end parce que ça va pas. Donc, tu vois, pour arriver à là, il faut mettre évidemment plein de choses en place pour arriver à ce niveau de relation. Je lui dis, par contre, voilà, la semaine prochaine, je travaillerai sûrement un peu plus ou l'autre, on va récupérer cette journée ailleurs. Mais je tiens à dire que voilà, vendredi, je suis off. Et pour le coup, j'avais effectivement dit ce qu'avait dit Magali. Pour moi, j'avais pris 3 jours off complètement dans la nature, presque sans téléphone portable, et ça m'avait fait un bien fou. Et ça, c'est un impact hyper positif sur la suite de ton travail et en fait sur plein de choses que tu pourrais voir de manière négative. Et juste en ayant pris ce moment off, j'ai pu voir la même situation avec un œil nouveau. Et du coup, effectivement, c'est un travail à faire, mais ça a des répercussions que positives.
Non, mais ouais, clairement, ça me fait pareil penser. Ouais, c'est un truc que j'essaie de faire une fois par mois, c'est de passer un jour sans téléphone. Donc le samedi ou le dimanche, je l'éteins, quoi, vraiment. C'est ce que tu disais tout à l'heure, tu fais 2 heures par jour, tu le mets dans une pièce. Bah pareil, Mm. j'essaie de me dire, ok, bon bah aujourd'hui, je vais pas l'utiliser. Et en fait, on se rend pas compte, mais j'étais en train de prendre mon téléphone, pardon, qui était branché, mais j'allais dire ces petites bestioles, elles sont quand même vraiment énergivores et on se rend pas compte aussi de toute la charge que ça laisse. Donc ouais, c'est ce genre de choses, c'est bien. On n'est pas forcément alors. Bien sûr que ça apporte ça aussi, mais partir faire une retraite méditative au Népal, on n'est pas forcément obligé d'aller dans ces voilà dans ces extrêmes-là, mais ne serait-ce que des petites choses au quotidien et ça apporte beaucoup. Ce que tu disais là, de prendre juste de se dire 3 jours, moi, ça m'a fait penser à un autre truc, c'est que on parle, ça c'est un mot qu'on entend beaucoup parler en ce moment de la vulnérabilité et de se dire ok, bah, je vais potentiellement m'exposer un peu plus, mais aller vers plus d'authenticité. Et ça fait peur, surtout, ça fait déjà peur en entreprise. Il y a aussi tout un sujet autour de la vulnérabilité des hommes et de la masculinité. Donc ça, c'est un autre sujet et je trouve qu'on avance quand même vers dans une société où tout ça, il y a des grosses prises de conscience et c'est génial parce qu'en fait on reste quand même des humains avec des émotions et dire à son client à un moment donné bah, en fait là ça va pas, j'ai juste besoin de me poser pour mieux revenir et ben je trouve ça je trouve enfin c'est ça me regarde hein, mais je trouve que c'est une grosse preuve de courage en fait au final pour Complètement. soi et pour mieux revenir quoi. Merci beaucoup à tous les deux pour ces retours et j'attire à nouveau votre attention sur le chat. Il y a pas mal de partages qui sont faits aussi par toutes les personnes qui sont connectées et qui sont assez alignées avec ce que vous avez dit, Magali et Antoine. Donc prendre le temps, se déculpabiliser, aller voir quelqu'un. Enfin voilà, il y a plein de bonnes choses à mettre en place pour, euh, pour passer ces périodes-là. Eh ben, il est pile midi, nous n'avons plus de questions, je crois. Donc, du coup, on a bien tenu le timing. Merci à tous pour votre présence. Merci aussi à Magali et Antoine pour ces retours, ces conseils. J'espère que ça a pu servir à tous. Ouais, merci pour l'invitation, Céline. Avec plaisir. Et pour ceux qui sont en live, n'hésitez pas aussi à me contacter sur LinkedIn si jamais. Moi, je suis ravi de parler de ce sujet, ravi de partager, mais aussi ravi d'apprendre parce qu'il y a sûrement d'autres choses que je ne connais pas. Donc, et merci encore une fois pour l'invitation parce que je trouve que c'est un sujet tellement important.